Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Connectistore, le blog des magasins connectés. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Dauvert. Olivier, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc Olivier Dauvert, j'ai une petite quarantaine d'années, je suis le commerce au sens du verbe suivre bien sûr depuis 20 ans. J'ai d'abord été rédacteur en chef de 2 magazines spécialisés sur les produits, un qui s'appelle Linéaire et l'autre qui s'appelle Rayon Boisson. Et depuis 10 ans, j'ai ma propre société d'édition, toujours sur le commerce et la conso. On édite des livres, des magazines, des études, majoritairement pour le monde professionnel, c'est-à-dire pour ceux qui ont le commerce et la conso comme centre d'intérêt professionnel. Et ici à Rennes, on édite aussi un magazine grand public sur la consommation qui s'appelle Rennes Conso. D'accord, merci. Alors j'ai une première question pour vous. Aujourd'hui, on fait face à l'explosion du e-commerce, du commerce en ligne. En face, il y a le commerce qu'on dit désormais traditionnel, la vente en magasin. Est-ce que cette vente en magasin, ce commerce traditionnel est menacé par l'explosion du e-commerce? Alors, le commerce traditionnel au sens global du terme, il n'est pas menacé. D'ailleurs, on ne peut même pas répondre à la question tellement il y a des commerces. Schématiquement, il y a 3 types de commerce. Le premier type de commerce, qui est effectivement le plus menacé, c'est tous les biens dématérialisables. Donc tout ce qui est des logiciels, tout ce qui est de la musique par exemple, évidemment, le e-commerce deviendra dominant parce qu'il casse la structure de coût. Et l'histoire commerciale nous enseigne que toutes les formes de vente qui à un moment donné ont cassé la structure de coût par rapport aux formes de vente en place, se sont toujours imposées. C'était le cas des grands magasins dans les années 1850, ça a été le cas des magasins à prix unique entre les deux guerres, ça a été le cas des supermarchés, puis des hypermarchés. Bref, à chaque fois qu'on casse la structure de coût, on devient dominant. Donc sur tous les produits dématérialisables, les magasins physiques ne seront demain que des niches. La forme de vente dominante sera effectivement le e-commerce. À l'autre extrême, vous avez des produits qui sont quasi préservés du développement du e-commerce. C'est l'alimentaire. Pour plusieurs raisons, mais schématiquement, on va en prendre 2. D'abord, il y a un certain affect dans l'acte d'achat produit, donc effectivement, choisir ses fruits, ses légumes, sa viande, son poisson, c'est quelque chose qui nécessite plutôt d'être en proximité que d'être dans la virtualité. Mais ça ne suffit pas, là on est vraiment que dans l'affect. Mais surtout de manière très cartésienne, le rapport poids-prix de l'alimentaire, il est très mauvais. Un pack de cristalline, ça pèse 9 kg, ça vaut 1 euro. Et forcément, acheminer ce pack de cristalline jusqu'au consommateur, par exemple, quand il est au 3e, 4e étage sans ascenseur en ville, il n'y aura jamais de modèle économique, sauf à accepter pour le client de payer le pack de cristalline 10 euros. Il se trouve que ça n'existe pas. Donc sur l'alimentaire, le e-commerce restera un marché de niche. La meilleure façon de l'illustrer, c'est de voir qu'en 10 ans, ça fait 10 ans que le e-commerce existe pour l'alimentaire, en 10 ans, il a généré un business d'à peu près 400 millions d'euros maximum. Et celui qui est l'inventeur de ce métier-là, qui s'appelle Telemarket, qui vient d'être très récemment racheté par Système U, et à cette occasion on a vu ses comptes, eh bien on sait que Telemarket, depuis l'origine, n'a jamais gagné en rond, n'a jamais fait de bénéfice. Pour une forme de vente qui devait tout écraser, en tous les cas c'est ce qu'on lui pronostiquait il y a une dizaine d'années, force est de constater aujourd'hui que ça reste un tout petit créneau et que ça restera un marché de niche. Donc l'alimentaire, potentiel du e-commerce, très très faible, les produits dématérialisables, potentiel du e-commerce très très fort, et entre les deux, on a en gros l'équipement de la maison et l'équipement de la personne, sur lesquels on doit apporter une réflexion que l'on appelle la vendabilité. Quelle est la vendabilité à distance de ces différents produits? Par exemple, une alliance pour se marier, la bijouterie plus généralement, c'est pas un produit qu'on achète sans le voir, sans le toucher, sans l'essayer. Les chaussures, certes, il y a quelques belles success stories sur l'internet avec la chaussure, mais ça représente qu'une infime part du marché. Donc tous les produits sur lesquels l'essayage apporte une valeur dans l'expérience d'achat, là pour le coup, internet sera quand même toujours plutôt faible. En revanche, des produits qui sont très prémédités dans l'acte d'achat, le dernier téléphone portable à la mode, le dernier ordinateur, la dernière télévision écran plat, où le consommateur peut, par la magie du web, comparer en quelques instants le prix partout d'une même référence, puisqu'elle est très normativement définie, là pour le coup le e-commerce amène une praticité et n'amène pas de surcoût, puisque bien sûr il y a la livraison, mais le rapport poids-prix, un téléphone portable dernier cri, ça pèse 100 grammes, 150 grammes, et ça peut valoir 200, 300 euros. Ça n'a rien à voir en termes de rapport poids-prix avec ce que l'on a vu pour un pack d'eau cristalline par exemple. Donc entre les deux, entre les produits dématérialisables et entre l'alimentaire, il y a toute cette nébuleuse équipement de la maison, équipement de la personne, sur lesquels ça va se dessiner rayon par rayon. Où est-il important d'être physiquement présent lors de l'acte d'achat?
et où ça n'apporte rien d'être physiquement présent, et où voire même Internet peut faire baisser les prix. Le high-tech, par exemple, est un bon exemple. D'accord. Alors là, on est dans l'opposition e-commerce, monde de l'Internet et vente en traditionnel en magasin. Aujourd'hui, on voit une certaine convergence opérer entre ces deux mondes. Certains amènent l'Internet en magasin, d'autres exportent le monde du magasin sur Internet. Comment est-ce que vous voyez cette imbrication et qu'est-ce que ça peut apporter? Si on se projette à une dizaine d'années d'ici, le sens même du mot e-commerce n'existera plus. Ça redeviendra le commerce. Mais on le voit déjà, on voit des pure players de l'Internet qui ouvrent des magasins physiques pour rassurer le consommateur sur le fait que ils peuvent aller chercher physiquement le produit dans un magasin, ce qui sous-entend que si le produit ne convient pas ou s'il y a un problème, ils pourront revenir par ce canal magasin pour assurer la réparation, l'échange ou que sais-je encore. Donc ça, c'est un élément de réassurance très fort. Dans le même temps, on voit que des enseignes classiques, des enseignes de magasins physiques, elles, mettent du web à l'intérieur des magasins avec la possibilité, par exemple, de commander depuis le magasin, mais sur Internet. Donc on voit bien que il y a cette passerelle entre le monde du offline et le monde du online qui est en train de se créer. Alors cette passerelle, elle sera multifacette. C'est le fait d'ouvrir des magasins pour les pure players de l'Internet, mais c'est aussi de se servir de ces magasins en propre pour qu'ils soient des points de retrait pour des nouveaux arrivants sur le e-commerce qui sont par exemple le groupe Casino avec ses discounts, se sert désormais de tous les magasins Casino, il y en a à la bagatelle de 9000 en France, comme étant des points de retrait des achats que j'aurais effectués sur ces discounts, puisque c'est le même groupe. Donc on voit bien que ça fonctionne dans les deux sens et que petit à petit, qu'est-ce qui va se passer si on se projette à 10 ans d'ici? Il n'y aura plus de frontières entre les deux et bien rares seront les opérateurs dont on pourra dire qu'ils seront des pure players du web ou des pure players du magasin physique. Parce qu'en fait, les deux, de toute façon, ont l'obligation impérieuse de tisser des passerelles entre les deux mondes offline, online. Sinon, le risque est qu'ils ne soient pas dans le paysage commercial. D'accord. Et aujourd'hui, justement, quand on parle de cette passerelle online, offline, quand on parle d'Internet en magasin, on va beaucoup parler de mobile en magasin. Qu'est-ce que vous pensez plutôt sans les opposer forcément au mobile, de l'usage de bornes interactives en magasin comparé à l'utilisation de mobile en magasin? Alors, aujourd'hui, de mon point de vue, il n'y a pas encore une voie unique et privilégiée de ce lien entre le offline et le online. Je prends le pari que de toute façon, il n'y en aura jamais qu'une seule. Il y aura plein de passerelles entre les deux, entre le offline et le online, qui feront la grande passerelle. Donc, à date, effectivement, le mobile est celui dont on voit le plus de développement parce qu'on en a tous un dans la poche, parce que c'est pas difficile à mettre en œuvre, mais ça a ses limites aussi. Demain, on verra des bornes web dans les magasins parce que les magasins physiques ont des flux clients qu'ils peuvent exploiter en renvoyant depuis le point de vente vers le site web de l'enseigne pour commander. Je pense à un exemple qui n'est pas en déploiement parce que Carrefour a décidé pour le coup de ne pas le déployer, mais dans l'esprit c'est exactement ça. C'est le Culture Bar de Carrefour Planète où vous avez par exemple pour le rayon disque vous avez que les blockbusters, que les dernières sorties. Le fond de catalogue est disponible sur une borne qui s'appelle Culture Bar pour le côté un peu branché de la chose, mais malgré tout, c'est une borne, c'est un accès web où le client peut aller acheter le fond de catalogue qui n'est plus dans le magasin parce que la rotation du stock en magasin ne justifie pas de financer ce stock. Donc là, on voit bien que là, c'est le site web du e-marchand qui vient prendre place dans le site physique du marchand. Et évidemment, on est sur un exemple supplémentaire de cette passerelle entre offline et online. Et ce grand passage entre les deux ne sera composé en fait que de multiples initiatives. Le téléphone portable en est un, les bornes en magasin en est un, le fait d'ouvrir des magasins physiques pour les pure players en est un, le fait d'utiliser ces points de vente physiques pour faire des points de retrait des commandes en ligne en est un aussi. Et on voit bien que c'est la multiplication de ces différents liens entre les deux qui fera la grande passerelle globale, un peu à l'image d'un muscle. Un muscle, c'est pas une entité indivisible, c'est une somme de fibres qui, mises les unes au-dessus des autres, font la force du muscle. La passerelle offline-online, c'est ça. On cherche à construire chacune des fibres. Le téléphone en est une, les bornes en sont une, et sans doute d'autres encore à venir. Et au niveau des bornes, vous en avez déjà vu plus d'une installée en magasin. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, justement, pour vous, les facteurs clés de succès de l'installation d'une borne connectée en magasin? Alors, la grande difficulté de tout ce qui est multicanal, quand ça s'applique sur le magasin, c'est que les hommes et les femmes de magasin, les cadres en magasin, eux, ils s'intéressent d'abord à leur outil physique
parce que c'est leur vie, c'est leur métier, et tout ce qui vient se rajouter, on ne peut pas dire qu'on voit une folle passion pour ces outils-là, qui, au fil du temps, prennent donc le risque de ne jamais être à jour, de ne jamais être up-to-date, parfois de ne pas être en service du tout, et au final de dégrader davantage l'image que je me fais de ce service potentiel, et non pas de me convaincre que petit à petit, c'est plutôt vers là qu'il faut que j'aille. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les idées qui manquent, mais d'ailleurs dans le commerce, les idées n'ont jamais manqué, ce qui a toujours pêché, c'est l'exécution. Et typiquement sur ces bornes-là, si l'exécution est défaillante, ces bornes, aussi sophistiquées soient-elles, ne serviront à rien. Et je croyais que vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une histoire de positionnement aussi dans le magasin. Alors, dans la série des idioties, disons-le comme tel, le dernier magasin boulanger qui vient d'ouvrir à Caen, c'est un très grand magasin, c'est le plus grand magasin de l'enseigne. Ils ont apporté 1000 soins à ce magasin parce que c'était le nouveau vaisseau amiral. Ils ont réussi à mettre une borne dite extenseur d'offres dans un coin du magasin caché de telle sorte que seul le consommateur qui tombe dessus le voit. Mais là, on est typiquement dans ces défaillances d'exécution. Si je veux montrer au consommateur qu'il y a le magasin, mais aussi tout cet univers autour qui lui est accessible, il faut qu'il le voit. Donc, alors évidemment, on ne peut pas tout mettre dès l'entrée parce qu'on finira par boucher l'entrée. Mais par principe, entre le mettre sur une zone de flux où un maximum de clients vont voir cette possibilité, premier scénario, ou deuxième scénario, je le mets au fond du magasin caché derrière un poteau, il y a sans doute un juste milieu pour rendre le service visible et donc utile. Faute de quoi, il ne sera pas utilisable. Oui, et justement, cet aspect utilisation de bornes, nous, chez Connectistor, on a remarqué qu'un des facteurs clés de succès, justement, de l'utilisation d'une borne connectée ou pas en magasin, c'est aussi l'acceptation par les vendeurs, l'utilisation par les vendeurs comme outil d'aide à la vente. Qu'est-ce que vous pensez ça comme outil vraiment? Alors, on a beaucoup parlé de l'utilisation par des clients, mais aussi par des vendeurs. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Le vendeur aujourd'hui, face à une borne, il est dans une situation très duale. D'un côté, il y a l'idée que la borne est un symbole supplémentaire de l'automatisation du commerce et que c'est une façon pour le client de lui donner accès librement à de l'info, pourquoi pas même à de la commande sur place. Donc là, il y a évidemment toujours cette crainte dès qu'on parle de borne ou d'automate vis-à-vis des vendeurs. Et puis d'un autre côté, il y a un bénéfice qui est que la borne peut être l'anti-sèche de luxe du vendeur qui par principe ne peut pas tout savoir. Les 15 pages de fiches techniques d'un produit high-tech aujourd'hui, il ne peut pas les connaître pour les 200 références de la gamme, et donc la borne peut lui apporter. Et donc là, on voit bien que l'installation d'une borne, si elle n'est pas dans le projet managérial de l'enseigne ou du magasin, ça va plutôt favoriser la première partie de ma dualité, c'est-à-dire la concurrence entre les deux, et si en revanche c'est partie prenante du projet managérial, la borne va devenir un outil. Donc outil ou ennemi, dans les faits, c'est pas tant la borne qui a la main pour savoir quel rôle on lui donnera a priori, c'est la manière dont le management fera adopter la borne ou la fera repousser. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.